Bon, je vous propose que nous démarrions parce que nous avons un sujet important qui pourrait nous prendre, je pense, beaucoup plus de temps, tellement il est riche, mais nous avons 45 minutes, alors il faut que nous soyons à l'heure pour démarrer. Donc bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je commence par tous, parce que quand on parle de ces sujets-là, souvent on se dit que c'est bien de commencer comme ça, mais là aujourd'hui on a vraiment décidé ensemble d'avoir un débat autour de la diversité, quels que soient les sujets de diversité, en essayant de mieux comprendre ensemble en quoi la transformation numérique dans laquelle nous sommes aujourd'hui va finalement être un levier qui va permettre à cette diversité de se déployer au service de la performance de nos organisations. Donc j'ai le privilège d'être accompagnée. Alors je vais commencer par me présenter. Moi, je dirige la division Grand Compte chez Microsoft. Alors vous avez nos photos et nos titres derrière nous. Donc je dirige la division Grand Compte. Et puis, aux femmes au comité de direction, aux patronnes de business, j'ai évidemment, j'ai en tout cas été, depuis que je suis rentrée chez Microsoft, très impliquée sur les sujets de la diversité. Je suis donc accompagnée dans ce chemin que nous allons essayer de parcourir ensemble. Alors je vais commencer par ma gauche, par Daniel Malouf, donc, qui est le directeur général d'Auchan e-commerce. De l'autre côté de la table, Jean-Michel Monod, qui est le vice-président Europe chez Sodexo en charge des sujets de diversité. Muriel Barnéou, qui est directrice générale chez présidente, on peut dire même, ouais. Présidente de DocaPost, donc groupe La Poste, et un métier dont Muriel va nous parler et qui est extrêmement important et confronté au digital, ça fait aucun doute. Et Catherine Sueur, donc directrice générale de Radio France, et là aussi, les médias, vous imaginez bien que le sujet du digital, on y est confronté. Donc là, vous avez autour de la table des acteurs qui pilotent des activités importantes, qui sont tous confrontés à la transformation numérique dans laquelle s'engagent les entreprises. Transformation numérique qui s'opère évidemment dans nos métiers, dans notre interface avec nos clients, dans la définition de nos business models, mais également dans le challenge que représente cette transformation digitale à l'intérieur des entreprises. Et parce que les comportements évoluent, les pratiques évoluent, les modalités de management se transforment. Et donc nous partageons, je pense, une conviction avant de démarrer, qui est que c'est une super opportunité. Et que cette transformation digitale, ce changement de code, c'est finalement une opportunité assez intéressante, au-delà des capacités technologiques que ça apporte, de modifier la façon dont on peut travailler et surtout de permettre à une diversité au service de la performance de nos organisations et du bien-être de nos collaborateurs aussi, puisse s'exprimer de manière tout à fait pertinente. Donc, je ne vais pas continuer plus longtemps cette introduction. Alors, alors vous allez voir, on a en fait, à partir de ce sujet, on a finalement des prismes de prise en compte de sujets assez différents, donc ce qui va créer la richesse de nos débats d'aujourd'hui. Donc, je vais démarrer en interrogeant Muriel, parce qu'en tant que présidente d'une filiale du groupe La Poste, c'est évidemment, on imagine assez bien ce que veut dire la transformation digitale à La Poste, mais j'aimerais que vous nous expliquiez quels sont les principaux changements en fait que le digital a apporté, et de votre point de vue, en quoi est-ce que ça favorise l'inclusion de la diversité au sein de votre groupe. Vous avez un micro. Ça va, merci Nathalie. Je parlerai moins de DocaPost et de ce qu'on y fait. Alors, je vais vous raconter en 2 mots, mais l'objet n'est pas de parler de DocaPost en propre, mais le regard effectivement que je peux avoir aujourd'hui sur cette question qui au fond questionne c'est quoi le code génétique et quels sont les piliers de cet univers digital quand on parle de mixité, parce que je pense que la réponse, elle est là. Donc DocaPost en 2 mots, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4500 personnes, et c'est le volet numérique du business courrier de la Poste dans le service aux entreprises. Donc on digitalise, on numérise, on favorise les échanges dans des univers sécurisés, particulièrement pour les données sensibles, notamment des données de santé. Et donc on est à la fois objet et sujet de cette digitalisation.
Et quand je regarde au fond les caractéristiques de ce monde qui est le monde du digital, la première chose qui frappe, c'est à quel point il est collaboratif, et je trouve collaboratif au point d'être transgressif. C'est-à-dire que il crée des ponts entre des univers qui jusque-là étaient des univers qui ne se parlaient pas. Vous l'avez entre l'univers particulier, privé, et l'univers professionnel, qu'on parle des outils qu'on utilise, qu'on parle de consumérisation de l'IT. Il abolit des lieux, il abolit des frontières, et il abolit nécessairement des frontières sociales. Ce qui, du coup, fait de lui une sorte de monde à l'envers. Dès lors qu'on dit que le bon ordre, c'est celui de l'ancien monde. Dans ce monde à l'envers, c'est un organigramme à plat, des clients qui interrogent directement des patrons de boîte. Jobs avait l'habitude de répondre directement à certains clients. Des salariés qui viennent d'entrer chez vous et qui interrogent directement le patron. Donc des choses sur lesquelles jusque-là, il était assez improbable d'imaginer ce type de fonctionnement. Surtout dans une logique, on va dire, un petit peu d'écurie. Cet univers collaboratif, est-ce que pour autant, il est plus facile quand on est dans un univers féminin, sur des caractéristiques féminines, par exemple, ou sur des caractéristiques différentes? Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que créant cette abolition de frontières et transgressant ces frontières, nativement, cet univers digital permet des ponts qui jusque-là n'existaient pas. Je pense que c'est aussi un code génétique où on est en rupture permanente. Là où on a vécu sur l'explosion des technologies et l'amélioration des technologies, je pense qu'on est passé dans un univers où les usages priment. La facilité de mise en usage, la facilité d'utilisation, la capacité à faire des choses qui sont des choses entre guillemets utiles, ou en tout cas qu'on va utiliser dans nos vies de tous les jours. Les business models explosent complètement. Les temps, avec des accélérations incroyables. Notre génération, elle aura vu naître et disparaître Virgin. Dans moins de temps qu'une génération professionnelle, un temps professionnel, on voit désormais apparaître et disparaître des acteurs. Un Twitter a aujourd'hui une capitalisation boursière qui est au-delà de celle de certains constructeurs automobiles. Donc ces accélérations aujourd'hui, qui donnent le pouvoir aux clients, de fait, je pense, se régalent aussi de profils non conventionnels. Je ne sais pas si les femmes sont non conventionnelles. Je ne sais pas si la mixité veut dire non conventionnelle. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que c'est autant d'opportunités pour intervenir sur ces marchés pour des profils qui sont des profils qui jusque-là pouvaient paraître non conventionnels. La troisième caractéristique que j'y vois en la matière, c'est juste un monde nouveau. C'est un monde qui a construit et qui a démarré d'il y a finalement pas très longtemps, dans lequel on ouvre une espèce de liberté, comme je veux, quand je veux. Si je veux communiquer, je communique. Si je veux apparaître en public, j'apparais. Si je ne veux pas apparaître, mais pour autant être acteur d'une communauté, je peux le faire. Et qui est nécessairement, du coup, beaucoup plus englobant de l'ensemble des profils et des caractéristiques que les uns et les autres pouvons avoir. Et on y trouve, de fait, depuis déjà un certain temps, si on regarde le sujet mixité au sens de les femmes en la matière, on y trouve des femmes géniales depuis 1952. Je ne vais pas vous faire la grâce de vous parler de Grace Hopper. La mère de l'Internet, elle ne veut pas qu'on l'appelle comme ça, mais néanmoins, qui est Radia Perlman, qui fait que, je pense au fond, cet univers, il est juste le reflet de ce qu'est la société aujourd'hui. Et il est en phase avec elle. Et il nous déstabilise parce qu'il est décalé par rapport à ce que l'on a pu connaître. Mais la mixité qu'on y voit, et ce n'est pas seulement une mixité de genre, c'est une mixité de profil. Les marketeurs qu'on y voit ne sont pas nécessairement des ingénieurs. Vous avez des marketeurs qui sont des scénaristes de films. Vous avez des ingénieurs qui mènent des métiers d'ingénieurs qui ne sont pas des ingénieurs. Vous avez des chefs de projet qui ne sont pas nécessairement les profils traditionnels des chefs de projet. Et je pense qu'au fond,
cet univers, c'est un univers qui est terriblement en phase avec ce qu'est notre société. Et la mixité qu'il reflète, c'est rien d'autre que la mixité et la diversité de ce qu'est déjà notre société. Donc c'est vrai qu'à ce titre, c'est un terrain de jeu pour toute forme de différenciation juste extraordinaire, absolument extraordinaire. Merci, merci beaucoup Muriel. Alors on va essayer de garder un petit peu de temps pour des questions, parce que je pense que le débat il est magnifiquement lancé, parce que c'est effectivement les convictions que l'on partage, que tout change. Vous avez parlé, j'aime bien les mots monde à l'envers et transgression des frontières, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et alors j'ai envie de vous... Alors j'avais un ordre, mais en fait je vais changer l'ordre, parce que je trouve que là on peut rebondir un peu différemment. Mais je vais interroger peut-être Daniel, parce que en fait vous êtes dans un nouveau business model, hein, on parle de Auchan e-commerce. Et quand on en parle, vous soulignez l'importance de la diversité des profils dans la performance de votre business. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi effectivement le numérique là, a pu créer de nouveaux modèles qui sont plus performants. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans le thème, c'est le fait que le digital, dans un grand groupe comme Auchan, donc je rappelle, Auchan, c'est 60 milliards de chiffre d'affaires, c'est 12 pays, mais c'est un métier majeur qui est le métier de l'hypermarché qui existe depuis 50 ans. Et quand on a décidé de lancer le digital il y a 3 ans, on a vite compris une chose fondamentale, c'est que nous n'avions pas les savoir-faire en interne et que les bons profils pour faire cette transformation digitale se trouvaient pour beaucoup à l'externe. Et donc il fallait savoir les recruter. Et donc pour nous, c'était un élément fondamental de réussite, et ça sous-entendait la capacité de trouver ces profils, de les séduire, parce que finalement, Digital Auchan, ce n'était pas obligatoirement une association qui pouvait séduire au début, de les garder chez nous et qu'ils développent leur talent chez nous. Et donc cette diversité, elle est fortement créatrice de valeur chez nous pour développer le e-commerce, mais aussi, et je vais y revenir, pour développer la transformation digitale au sein de l'entreprise, parce que tous nos magasins vont aussi vivre cette transformation digitale. Et le regard qu'amènent les personnes qu'on a recrutées de l'extérieur est un regard à très forte valeur ajoutée pour les 50 000 collaborateurs, par exemple, qui sont en France et qui vivent à l'intérieur du magasin. Alors, le premier défi quand même de cette diversité, c'est qu'en 3 ans, on a recruté donc de l'ordre de 150 personnes dans des métiers nouveaux, même si l'intitulé est le même. C'est-à-dire qu'on dit on recrute des gens du marketing, mais je rejoins ce qui vient de se dire. Faire du web marketing, ça n'a strictement rien à voir, je caricature, mais enfin à peine, avec le marketing qu'on a fait pendant 50 ans. Faire de la supply chain en e-commerce, c'est de la supply chain unitaire, ça n'a rien à voir avec la supply chain classique du retailer. Et donc en fait, on utilise les mêmes mots, mais ce n'est pas du tout les mêmes profils. Et donc le premier défi, c'est donc de trouver les compétences, de les recruter, et puis de faire en sorte que toutes ces cultures d'entreprise différentes créent quand même une entreprise. Et nous, donc, on a recruté 150 personnes en 2-3 ans, c'est peu et beaucoup à la fois, mais enfin en même temps, quand vous avez 20 cultures d'entreprise différentes à peu près qui vous rejoignent en si peu de temps, eh ben, c'est un beau défi que de faire en sorte que tout ça réussisse. Alors, le premier point qui me semble aussi important pour que cela réussisse, c'est de créer un environnement favorable pour toutes ces personnes qui nous rejoignent. C'est-à-dire qu'on a eu un débat au sein du groupe sur le fait, par exemple, que les gens du marketing qu'on recrutait rejoignaient le service marketing traditionnel, ou que les gens de la supply chain rejoignent la supply chain, que les développeurs, qui sont des développeurs avec un regard vraiment différent sur le métier, rejoignent l'IT, etc. Moi, je me suis opposé à ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'ils s'intègrent dans le métier, qu'ils comprennent ce métier du e-commerce et du digital et qu'ils se retrouvent entre eux. Et entre eux, finalement, même s'ils ont des cultures d'entreprise différentes à l'origine, eh bien, ils se comprennent vite, ils vont vite, ils ont de l'agilité et ils développent leur talent et ils s'enrichissent des cultures d'entreprise différentes. Et là, on crée vraiment un vivier. Et je ne sais pas ce qui se passera demain. Et tout ça va peut-être s'irriguer naturellement dans l'entreprise. Mais pour l'instant, pour faire pousser cette jeune entreprise, il fallait créer l'environnement favorable pour que cela se fasse. Et aujourd'hui, on a une très belle équipe au sein d'Auchan e-commerce qui commence du coup à gagner en confiance et être en capacité de faire bouger les lignes et de créer la transformation digitale sur un groupe aussi important que le nôtre. Vous imaginez que ce n'est pas simple. Ensuite, je pense qu'il y a un autre point qui est important, c'est qu'il ne faut pas rester longtemps avec ces 20 ou 25 cultures d'entreprise différentes. Le défi, c'est d'en créer une nouvelle. Et donc, on est parti dans un exercice de vision, c'est comme ça qu'on l'a appelé chez nous, où en fait on s'est dit d'abord, pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient, et peu importe les origines de l'ensemble de ces personnes qui nous rejoignent, le groupe Auchan a une ADN forte,
a une culture forte et il faut déjà qu'ils comprennent cet ADN et cette culture. Donc on passe du temps à ce que l'ensemble des collaborateurs qui nous rejoignent comprennent cette culture, cet ADN, l'adoptent et qu'ils s'y sentent bien. Mais en même temps, ce qui est certain, c'est qu'on ne fera pas d'Auchan e-commerce la même chose qu'Auchan Hyper, et donc ça ne sera pas la même culture. Donc on va s'enraciner dans cet ADN, et on va construire une nouvelle culture qui va très certainement enrichir le groupe. En tout cas, c'est notre volonté. Et donc ce qu'on souhaite, c'est donc créer cette culture d'entreprise pour que le digital soit réellement un élément fondamental du développement d'Auchan demain. Et on le pense sincèrement parce que juste les comportements des clients changent tellement que nous, on est mass market, nous, on veut servir le plus grand nombre de clients. Donc il faut absolument qu'on soit en phase avec les comportements des clients, et ça commence par le fait que des collaborateurs en interne soient aussi le reflet de ces comportements clients. Donc ça, c'est fondamental. Et donc notre volonté, c'est de pouvoir finalement créer ces savoir-faire et l'irriguer partout, et qu'on soit les aiguillons pour une vraie transformation digitale de l'entreprise, et que, pour rester en France par exemple, 50 000 collaborateurs en France se disent finalement Auchan, c'est une entreprise moderne qui fait très bien son métier d'origine, et on le fera durablement, mais qui a intégré aussi le digital. Et pour finir sur la création de valeur de toute cette équipe qui nous a rejoint, et donc la création de valeur de la diversité, la deuxième étape, ça va être l'international. J'étais à Moscou la semaine dernière, et j'ai vite compris qu'il y avait finalement, pour nous, un regard intéressant à amener aux équipes russes, par le savoir-faire et l'expérience française de ces 3 années passées à développer le digital et donc le e-commerce, et donc faire gagner du temps à l'international. Et donc les profils qu'on doit recruter sont aussi certainement des profils qui vont devoir se projeter à l'international à un moment donné. Et ça, c'est aussi un élément très intéressant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Donc là, l'angle que je trouve intéressant, c'est que vous faites la démonstration de la diversité associée justement à ces métiers du digital qui à la fois ouvrent des possibilités et des opportunités incroyables aux collaborateurs, parce que là, vous les projetez dans l'avenir. Et on a là la démonstration que ça sert la performance, parce que je pense que le sujet, il est vraiment là. Alors, mais je vais maintenant me tourner vers Catherine, parce qu'il y a quelques débats en ce moment sur la mixité dans le monde des médias. Donc, vous êtes depuis quelques mois à la direction générale de Radio France, qui se transforme complètement, la maison ronde. On a beaucoup entendu parler de la transformation que vous pilotez en ce moment. Alors, en quoi est-ce que vous pensez... Alors, déjà, quel est votre constat sur la réalité de ce qu'on entend sur la mixité dans les médias, parce qu'il semble y avoir débat, et en quoi est-ce que vous pensez que la transformation digitale, cette transformation numérique, peut faire évoluer la situation si elle mérite d'être un petit peu challengée? Voilà. Merci de cette présentation. Effectivement, moi, je travaille à Radio France, donc, qui est le premier groupe radiophonique français, le groupe public, qui regroupe à peu près 25% de l'audience radiophonique classique, donc broadcast, vous savez que l'audience évidemment évolue beaucoup aujourd'hui, et on sait que les usages changent beaucoup. Et effectivement, je suis très heureuse d'être ici parce que Radio France, il y a 2 mutations qui la concernent beaucoup en ce moment. D'une part, effectivement, la transformation digitale, puisque les médias sont heurtés de plein fouet par cette transformation. La radio, un peu moins que la presse écrite, parce que c'est un média qui, en son sein, a les caractéristiques des médias digitaux, c'est-à-dire que c'est un média de l'alerte, c'est un média du flash, la radio, c'est un média aussi de l'interactivité, et donc là-dessus, on est assez armé finalement sur la transformation digitale, même si bien sûr la distribution de nos contenus nous fait évoluer. On a des applis, on a des sites internet, etc. Et donc comme Auchan d'ailleurs, j'écoutais avec intérêt l'autre intervenant, on se rend compte qu'on est un peu dans la même situation avec des équipes qui font du broadcast, qui travaillent sur des antennes nationales de manière classique, et à qui on adjoint des nouvelles compétences pour faire des sites, des applis, du marketing de façon complètement renouvelée. Et donc c'est vrai qu'il y a 2 enjeux à Radio France qui sont parallèles, et la transformation digitale, je viens d'en parler, mais également la mixité. Et je dois avouer qu'avant de venir ici, c'est 2 sujets que je traitais un peu indépendamment l'un de l'autre, puisque d'un côté on recrute des équipes, exactement tout comme Auchan, donc je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, mais on a les mêmes enjeux. Où est-ce qu'on met les équipes? Est-ce qu'on les met en interne? Est-ce qu'on crée une équipe dédiée aux nouveaux médias? Est-ce que je crée une petite équipe nouveaux médias à France Inter? Et puis de l'autre côté, Nathalie l'a dit, il y a un vrai enjeu de mixité et de parité dans les médias. Moi, depuis que je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an à Radio France, je me suis saisie de ce sujet parce que j'ai la conviction que
que les médias doivent représenter la société telle qu'elle est, a fortiori quand on est un média de service public. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, et c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, il y a 7 antennes nationales à Radio France, France Inter, France Info, France Musique, France Culture, France Bleu, FIP et le Move, qui sont toutes dirigées par des hommes. Et il y a une présence des hommes aussi à l'antenne, qui est extrêmement importante. Chaque matin, on reçoit des personnalités dans les matinales, et aujourd'hui, les femmes représentent entre 20 et 30% selon les antennes des invités dans les matinales, ce qui est aussi le reflet quand même de la société telle qu'elle est, des dirigeants politiques, économiques, telle qu'elle est. Donc, quand je suis arrivée, j'ai rapidement vu cette situation, et on a essayé de travailler sur un constat pour essayer d'objectiver les choses. Et ça, c'était extrêmement important pour nous de le faire. On a fait une enquête en interne et on a fait une enquête aussi auprès de nos auditeurs pour savoir quels étaient leurs ressentis. En interne, on n'a pas été déçus du voyage, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on a fait toute une étude. Et là aussi, c'est un petit détail, mais le digital aide beaucoup. Parce que vous envoyez des emails à vos collaborateurs, crac, vous avez 25% de réponses. Enfin, c'est quand même fascinant aujourd'hui à quel point on peut avoir, grâce au digital, des retours des collaborateurs assez rapides et faire des constats rapidement. Et alors, donc, il y avait différentes questions sur la perception de la situation des hommes et des femmes dans l'entreprise. Et il y avait notamment une question qui nous a beaucoup frappé, qui était: est-ce que vous pensez que le déroulement de carrière est similaire pour les hommes et pour les femmes? Et donc, les hommes ont répondu à 30%, les femmes ont répondu à 75% non. C'est pas du tout pareil pour les femmes à Radio France, le déroulement de carrière, et les hommes à 60%, ah bah si, c'est la même chose. Et donc quand on a découvert ça au sein de l'équipe de direction, il y a une science de mort dans l'équipe de direction donc, que je viens de vous décrire, c'est-à-dire 7 patrons de chaîne qui sont des hommes, et après dans les fonctions support et les équipes qui me sont plus directement rapprochées, là il y a une mixité d'ailleurs respectée, et on regardait tous un petit peu nos pieds en se disant, ouh là là, on a un problème. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup communiqué là-dessus. On a dit, on a un problème. Et le fait même de le dire, déjà, on a été volontaire aussi sur une autre étude qui avait été demandée par le ministère du Droit des Femmes sur le sexisme au travail, qui est une étude qui a vraiment pilotée Najat Vallaud-Belkacem, mais qui est extrêmement intéressante, qui pose tout un tas de questions dans l'entreprise aux femmes, du genre: est-ce qu'on vous a déjà appelé ma poule, ma chérie? Est-ce que dans une réunion où vous étiez la seule femme, on s'est tourné vers vous pour vous dire tu peux aller chercher un café? Et on se rend compte que dans l'entreprise, en France et à Radio France en particulier, c'est des comportements qui existent vraiment profondément. Et là-dessus, nous, vraiment, on a fait le choix de le dire, écoutez, on a un problème. Et c'est intéressant parce que dans l'étude interne dont je vous parlais, on demandait aux collaborateurs, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Prioritairement, il y avait différents axes qui étaient d'une part faciliter le déroulement de carrière des femmes et d'autre part la lutte contre les stéréotypes. Et c'est étonnant parce que là-dessus, on en a parlé, on a dit aux antennes, mais saisissez-vous du sujet, parlez de ce sujet, et ça va un petit peu mieux, j'espère. Enfin, là, on est en train de lancer un plan d'action et de définir différentes choses. Mais je pense qu'il faut parler de cette question de la mixité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'autre événement d'aujourd'hui, qui n'est pas les Tech Days de Microsoft, qui est l'événement principal, mais il y en a un autre, qui est que c'est la Journée mondiale de la radio. Et aujourd'hui, sur toutes les antennes de Radio France, on donne à entendre un monde sonore paritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous écoutez Radio France, n'importe quelle des antennes, on a fait en sorte que les hommes et les femmes prennent la parole quasiment à égalité entre les animateurs, les journalistes, les invités. Et c'est un exercice qui a passionné les rédactions, en réalité, qui a passionné les équipes, de se dire, mais c'est vrai, dans le fond, j'ai mon équipe dans laquelle il y en a un que j'ai pas réussi à convaincre parce que je sens qu'il y a des auditeurs de France Inter dans la salle. Donc Patrick Cohen qui a gardé ses 4 chroniqueurs masculins, mais qui a invité des femmes, qui a fait faire des journaux par des femmes. Donc on a essayé de respecter un équilibre. Donc je vais conclure. Tout ça pour vous dire que dans ma tête, ces 2 sujets étaient complètement distincts. D'un côté, on se transforme en manière digitale, et puis de l'autre, on mène une question sur un plan d'action sur la parité dans l'entreprise. Malgré tout, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de liens entre les 2 sujets. Et beaucoup, ce qu'a dit j'ai oublié votre prénom, Daniel, excusez-moi, ce qu'a dit Daniel sur Auchan, c'est-à-dire que quand on fait de la transformation digitale, on a des nouvelles équipes et c'est vraiment des leviers importants. Les 7 patrons de chaîne sont des hommes, j'ai 7 patrons web, j'ai 3 hommes, 3 femmes, 4 hommes. Donc on voit bien que sur le web, on arrive à recruter des compétences, on arrive à recruter, à changer. Radio France, c'est une entreprise publique, classique, avec un certain nombre de lourdeurs, il faut le dire. On essaie d'avoir des politiques d'entretien individuel, ce qui n'est pas évident.
Dans le digital, mes managers ils font 100% des entretiens individuels. Et du coup, c'est aussi comme ça, on le sait, qu'on travaille sur les carrières, qu'on arrive à repérer des talents, notamment parmi les femmes de l'entreprise. Donc voilà ce que je voulais dire sur 2 sujets qui préoccupent beaucoup Radio France et dont je me rends compte qu'en réalité, ils sont liés parce que c'est des enjeux de transformation à chaque fois. Voilà. Merci beaucoup Catherine, parce que je crois que là, on voit bien que les nouveaux métiers dans lesquels nous sommes, les nouveaux business models, nous conduisent finalement à aller chercher des compétences diverses. Et ces compétences diverses vont être des leviers de la transformation plus générale de nos organisations. Donc là, il y a vraiment un prisme que je trouve assez intéressant. Et effectivement, on pourrait dire quelle est qu'est-ce qui rapproche DocaPost, Radio France et Auchan e-commerce, et en fait, ou Microsoft, et en fait, on est exactement sur les mêmes sujets. Alors moi j'ai envie donc de terminer ce tour de table en finalement donnant un peu la parole à un expert un peu du sujet étant en charge des politiques de diversité, et pour vous interroger, Jean-Michel, sur la conviction que vous avez sur l'impulsion que le digital peut donner à ces politiques de diversité, pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça apporte, et là on parle évidemment de tout type de diversité. Oui, toutes les diversités. Ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, évidemment, chanter à mes oreilles. Et on a les mêmes constats qu'on soit dans le monde de la radio, des médias ou de la grande distribution. 2 mots sur Sodexo pour vous situer pourquoi on s'intéresse aux questions de diversité. Sodexo, c'est le premier employeur privé français. On a 430 000 collaborateurs dans 80 pays, 132 nationalités, tous les âges, etc., etc. Donc ça, c'est de la diversité. Notre enjeu, nous, c'est d'être inclusif, parce qu'on a la conviction que d'être inclusif, ça améliore la performance de l'entreprise. En plus, c'est sympa, c'est moral, mais c'est aussi un élément nécessaire au développement de l'entreprise. La transformation numérique, elle nous touche dans certains de nos métiers directement. On a par exemple une activité qui est les chèques et cartes de service, ce qu'on appelle les chèques restaurants, les passes CESU, qui étaient clairement du papier, le papier est en train de disparaître. Donc on est complètement dans cet univers-là. Alors pourquoi on s'intéresse aux questions de diversité et d'inclusion? Pourquoi il y a plus de 30 personnes qui travaillent sur ce sujet-là? Parce que c'est un enjeu stratégique. On est comme tout le monde à dire qu'on veut les meilleurs talents. Et soit on pense que le talent est donné de manière équivalente aux hommes, aux femmes, aux petits, aux grands, aux blancs, aux noirs, aux jeunes, aux vieux. Et à ce moment-là, il y a un souci quand on voit que dans nos organismes de direction, il y a plutôt des hommes blancs dans la cinquantaine. Ce que vous avez décrit, Catherine, je pense que la plupart des entreprises le vivent ou l'ont vécu. Donc on ne peut pas dire qu'on a les meilleurs talents si on a des clones dans les organes de management. Quand on est en plus une entreprise mondiale, on se doit de comprendre les cultures, les intégrer. Et les cultures, c'est pas seulement lié à l'origine ethnique ou à la religion. On n'avait pas la culture d'entreprise et qui en fait les qu'une tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Il y a aussi le fait que nous, on est une entreprise de service et qu'on a des clients qui nous demandent d'être aujourd'hui très avancés sur ce sujet-là, qui nous demandent même de les aider. Donc on y voit un facteur de différenciation, et c'est tout à fait logique. Alors l'évolution digitale, l'agilité digitale, je dirais même, elle est un outil extrêmement précieux pour nous au service des enjeux de diversité. D'abord, on parle de toutes les diversités, la mixité homme-femme bien sûr, mais aussi le handicap, les générations, l'orientation sexuelle, les cultures et origines. Et il y a beaucoup de points communs entre ces dimensions. Il ne s'agit pas de faire de saucissonner en disant on fait un jour, pendant un an, on s'occupe des femmes, parce que les femmes ont un problème. On parle d'abord de mixité et pas de question de femmes, bien évidemment. Mais on se caractérise jamais par une seule dimension de la diversité. Vous êtes une femme, mais vous êtes aussi française, vous avez votre parcours d'études, etc., etc. Et moi pareil. Et une des dimensions communes qui les unit, c'est la question du besoin de plus de flexibilité. Ça m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là chez Sodexo il y a 7 ans maintenant, venant du monde opérationnel, auparavant toujours chez Sodexo. C'était de dire, en fait, si une des raisons du plafond de verre, c'est le manque de flexibilité, c'est-à-dire de pouvoir dire je travaille quand je veux, où je veux, comme je veux.
Donc, la mixité pose tout de suite cette question, comment je suis plus flexible dans le temps et dans l'espace. Et quand on parle dans l'espace ou dans le temps, évidemment, on va trouver des solutions que Microsoft vous vend à des prix tout à fait corrects. Voilà. Merci. Ça s'était pas piloté, hein, je vous en ai pas répété avant. Après, non, mais c'est une évidence. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler à l'époque où mon fils qui a 15 ans, il me dit, mais comment vous viviez à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable ? Bah, on vivait différemment, mais on vivait. Donc cette question de la flexibilité qui se pose sur la question de la mixité, je la retrouve exactement avec la même force quand je m'intéresse à la question des générations. Essayer de recruter aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens de la Gen Y. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de recruter dans une entreprise des jeunes talents sans leur donner la flexibilité et les outils qui vont autour ? Ah bon, vous n'avez pas Link, j'ai pas de portable que je puisse utiliser comme je veux, je peux pas me connecter à Facebook pendant, etc. C'est pas possible. Mais c'est pas que les jeunes, c'est pas que la génération Y. Moi, je suis moyennement jeune, mais ma relation à la technologie est plutôt de type Gen Y, et j'ai envie que mon entreprise soit aussi à l'écoute de ça. On s'intéresse beaucoup à la question du handicap partout dans le monde. S'il y a bien un endroit où on a amélioré la vie des gens par le digital, c'est la question du handicap. J'ai une nièce très proche qui est sourde, sa vie a changé grâce au digital, donc sa vie au travail aussi. Son employabilité s'est trouvée considérablement améliorée par les questions digitales. Bon, tout ça pour dire que le numérique, le digital est un facteur d'inclusion plus que de diversité. La diversité, c'est pas un exploit, on est tous différents, on a des points communs, on a d'ailleurs beaucoup plus que de différences. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on est inclusif pour toutes et tous, et si on veut l'être, qu'est-ce qu'on change ? Et qu'est-ce qu'on change ? D'abord, la première chose à changer, c'est les états d'esprit. Vous avez parlé de stéréotypes tout à l'heure. Rappelons-nous Einstein qui disait qu'un stéréotype, c'est plus difficile à désintégrer qu'un atome. Et il a bien raison. Donc, ce qui veut dire que pour changer la culture d'une entreprise, il faut un engagement extrêmement fort, clair, répété, visible de la direction. Il faut une stratégie qui va derrière, il faut des moyens pour faire bouger les choses. Il faut prendre des décisions, comme de faire des journées comme celle que vous faites aujourd'hui sur France Inter. Ça passe très bien. J'ai zappé ce matin entre Inter et France Info, et il y avait des débats sur la mixité partout, pas que sur la mixité, mais portés par des hommes et par des femmes. Donc il n'y a plus qu'à le faire toute l'année. C'est comme le 8 mars qu'il faudrait faire toute l'année. Donc voilà l'engagement qui fait qu'on met les gens à l'aise pour se sentir investir sur ces sujets-là, c'est la première étape. Et ça permet d'obtenir des résultats de manière un petit peu immodeste pour quand même faire un peu de pub. Quand il y a 7 ans, on avait 20% de femmes dans le comité exécutif du groupe. On a annoncé il y a un mois la nouvelle composition de ce comité exécutif du groupe au niveau mondial. Donc, et on a 43% de femmes qui sont sur des postes pas seulement fonctionnels, c'est-à-dire pas seulement la communication, les RH, parce que je vous vois venir. Non, tous les postes business sont à moitié-moitié. Et pas parce que c'était des femmes, simplement parce qu'il y a eu un travail depuis des années pour faire monter des talents féminins et masculins, mais aussi féminins, alors qu'avant, on faisait bizarrement, l'ascenseur était plutôt monomaniaque. Donc voilà, maintenant on a encore un boulot énorme à faire, et en tout cas le digital il nous sert plus que quotidiennement. J'étais hier avec vos collègues de Seattle pour échanger sur des bonnes pratiques sur le sujet de l'orientation sexuelle, où on se disait comment on fait pour parler de ces sujets-là en Russie en ce moment, ou en Arabie Saoudite, où c'est un peu challenging. Et on était bien content de pouvoir échanger par Link ou autres outils. 2 pubs pour vous, là. Ouais, là, c'est pas mal, quand même, mon score. Non, mais en fait, ce que je retiens dans tout ce qu'on s'est dit, là, c'est que, premièrement, c'est un message très optimiste, que l'on porte comme une vraie opportunité. Et je pense que... Enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est qu'on bascule finalement un peu de... Enfin, pour avoir... Je parle à vous, mesdames, les sujets de diversité, on a plutôt eu tendance, dans les années qui viennent de s'écouler, de voir ça comme une contrainte à traiter. Et je pense que là, il faut vraiment le message que l'on porte, c'est que c'est une vraie opportunité, parce que, vous l'avez dit, les codes changent, tout change, et que c'est vraiment une occasion extraordinaire. C'est vrai que la technologie permet des choses incroyables.
Enfin là, si vous allez dans la zone expérientielle là, sur la partie secteur public, de voir ce que ça peut apporter à des enfants malades, à des non-voyants, effectivement, à des gens qui souffrent de handicap, de surdité ou de handicap moteur. Enfin, il y a des tas de possibilités qui n'étaient pas jusqu'à maintenant ouvertes. Là, nous, on a eu l'occasion de voir un prototype moi, qui m'a paru fascinant, c'est Skype. On n'est pas très loin d'avoir un Skype où on pourra parler à une personne qui parle dans une langue, enfin là, la petite démo qu'on a vue, c'était en chinois, et où la personne qui s'exprimait en anglais avait de façon simultanée la traduction, mais pas de la traduction, c'est-à-dire c'était son timbre de voix, c'était ses inflexions en chinois pour pouvoir parler avec une personne de l'autre côté du monde. Enfin, là, on parle d'une inclusion et d'une capacité de collaboration où, force est de constater, c'est vrai que le digital change un peu la donne, sans parler du fait que ça nous permet de travailler, quand on en fait un usage intensif, avec des gens qui se retrouvent de l'autre côté de la planète de façon relativement aisée. Alors après, il faut trouver des règles du jeu qui permettent de continuer de bien vivre avec tout ça. Donc merci infiniment pour ces éclairages, je pense qu'ils sont extrêmement riches.